Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je reprends un livre dans ma bibliothèque et où je le reparcours, je le relis de manière complète et on va arriver au bout de cette lecture-là, aujourd'hui, Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, qui m'occupe depuis un certain temps dans des vidéos plus longues que d'habitude parce que les chapitres sont très longs et j'en suis resté au dernier chapitre, un peu en plein milieu de ce chapitre, et donc j'espère arriver aujourd'hui au terme de ce chapitre, les instances secrètes de la ville, et je vais donc m'y mettre tout de suite. On était resté dans un moment de bascule peut-être, mais ces instances secrètes de la ville, nous ne les avions pas encore vues. C'était là les réflexions dont j'étais occupé. Cependant qu'au crépuscule déjà assombri de la soirée d'hiver, je me dirigeais à travers les ruelles de la haute ville vers le vieux palais du Conseil. Une soudaine envie de marcher m'avait fait renvoyer la voiture fermée rituelle que le conseil de surveillance, qui n'aimait guère qu'on détaillât les rares silhouettes admises à franchir ses portes, expédiait par prudence à qui avait jugé bon de convoquer, à qui il avait jugé bon de convoquer. Le temps était clair et froid. Un vent sec du nord balayait les brouillards des marais, et parfois le dédale tournant des ruelles s'ouvrait sur une perspective étroite, comme une tranche qui dévalait en torrent vers la basse ville bleuâtre et aplatie, ces premières étoiles de lumière qui frangeaient comme dans un ciel de nuages les taches noires des forêts toutes proches et les notes longuement tenues des trompettes, limpides et comme épurées par la distance qui montait de ces casernes dans l'air clair. Ce sens d'une description où les choses lointaines sont là quand même, vous voyez, mais restant lointaines, mais pour créer cette ambiance et cette attente toujours. Va-t-il enfin les voir, ces instances secrètes de la ville? Ainsi déjà pour les podestats des âges anciens, sur leur nid d'aigle, embusqués à l'horizon de chaque regard, s'était appesantie la ville, coulée sur la terre, dans sa pensée lourde, toujours profilée sur les lointains de chaque pensée. Des maisonnettes éloignées, perdues déjà dans la lisière des forêts, montaient une à une des fumées, et ces fumées qui confluaient venaient noyer dans une buée douce le centre de la ville hérissé de ses tours et de ses clochers. Vers le nord, l'horizon déjà indistinct se fermait sur les hautes forêts où sinuait la frontière. Dans la perspective des ruelles qui plongeaient au midi pâlissaient encore dans les lointains des traces plus claires. Les steppes pelées, là, il y a quelque chose qui à dire est plus rugueux, c'est plus loin, c'est les steppes pelées du sud qui commençaient au-delà de Mercanza. Les vieilles routes marchandes luisaient encore faiblement de leurs pavés mouillés, couturaient çà et là profondément
Non, je reprends, parce que là, j'ai dit à peu près n'importe quoi. Là, on est dans ces longues phrases qu'il faut affronter, et parfois, elles sont plus fortes que nous. Les vieilles routes marchandes, luisant encore faiblement de leurs pavés mouillés, couturaient çà et là profondément la perspective fuyante des campagnes endormies. Les marchés, les forteresses, les entrepôts, les lieux de bataille s'ordonnaient aux cicatrices de cette lune morte dans l'évidence tranquille d'un ciel d'étoiles. À qui savait la lire, on eût dit qu'Orsena, à cette heure, tournait vers le ciel une paume ouverte. De marcher à cette heure par les ruelles venteuses aux arêtes coupantes, les petites places cuirassées de pierres dures, et pareilles entre les façades à des puits dallés, et tout cet agencement de blocs sévères aux coupures nettes qu'était la haute ville, toute proche encore du cloître et de la forteresse, j'éprouvais un sentiment de puissance austère et de rigueur chagrine. Toujours ce sens de l'adjectif. Puissance austère, rigueur chagrine. De cet observatoire au ciel dur et comme vitrifié, aux lignes sèches et sobres, comme de la passerelle d'un navire de guerre. Évidemment, les navires de guerre, on les a vus, mais la guerre n'est pas ou tout à fait encore là, ou peut-être l'est-elle déjà, le passé n'ayant pas terminé la guerre, qui peut-être reprend. Et donc, comme la passerelle d'un navire de guerre, ou comme de la passerelle d'un navire de guerre, on dominait les ombres molles qui couraient alentour sur les terres ridées. Ici devait habiter, nourri de l'air sans goût et sans saveur qui baigne les hauts entassements de pierres nues, un esprit d'altitude et de sécheresse, des paupières sans moiteur et sans cils-ment, longuement plissées sur de secrets et précis instruments de mesure, des prunelles durcies faites pour déchiffrer le spectre de points et de lignes, l'épure décharnée que la terre d'Orsena devenait ici sous le regard. En vain, je me rappelais que je ne devais être convoqué à la surveillance que pour fournir des précisions supplémentaires sur le rapport que j'avais envoyé, et qu'il ne pouvait être question pour moi, dans ma position subalterne, de toucher en quoi que ce fût au secret des affaires. J'étais envahi à mesure que j'approchais du palais par une fébrilité et une curiosité intenses. J'avais eu la veille avec Orlando informé comme d'ordinaire autant qu'on pouvait l'être des luttes d'influence et des changements d'équilibre qui se produisaient dans les assises supérieures du pouvoir, une conversation plus précise que d'habitude. Si je faisais la part du halo de mystère et de romantisme dont Orlando colorait et passionnait toujours les affaires politiques, comme les gens qui se tiennent aux franges seulement du pouvoir et cherchent d'instinct à s'en exagérer le lustre, afin que quelques reflets viennent s'en poser jusque sur eux, il ressortait cependant assez nettement de ses propos que, dans ces derniers temps, sans que presque personne, attention, le presque est toujours important, sans que presque personne dans la ville y eût pris garde, une nouvelle silhouette avait pris au conseil de surveillance presque toute la place. Celle, justement, du vieux Daniello, qui avait été, et ce avait été est entre guillemets, si intimement l'ami de mon père. D'après la démonstration qu'Orlando avait faite devant moi, l'intérêt qu'apportait à le pousser en avant la faction dominante apparaissait clairement si l'on rapprochait l'un de l'autre. Comme les morceaux d'un puzzle, certains tirages au sort corrigeaient
là encore des guillemets, tirage au sort corrigé, le tirage au sort normalement ne se corrige pas, qui s'était produit ces derniers mois pour le renouvellement du Conseil et qui tous avaient tendu à y renforcer directement sa position sans que jamais l'attention fût attirée par un changement spectaculaire. On voit ces jeux politiques toujours extrêmement complexes et on le voit là, dans l'actualité encore aujourd'hui, où c'est toujours très difficile à suivre ce qui se passe vraiment derrière les grandes déclarations. Et là, il n'y a même pas de grandes déclarations. Tout est secret. Je connaissais de longue date par mon père cette pratique du dosage. Nouveau guillemets, du dosage, plus subtil que l'art d'un cuisinier par lequel un parti vainqueur, les moyens à la seigneurie étaient pour cela infinis, incorporait par fraction infinitésimale au corps politique des éléments qui pouvaient lui paraître d'abord totalement inassimilables. Et je n'étais pas loin de croire avec Orlando que l'opération avait d'autant plus de conséquences qu'elle avait été plus précautionneusement menée. Selon lui, l'agitation provocante qui se centrait autour d'Aldobrandi avait servi très consciemment à masquer ce travail de sape et fixer les résistances escomptées ailleurs, qu'où elles eussent pu s'appliquer pertinemment. Il faisait allusion à cette opération de mise en place comme à une chose déjà achevée aux trois quarts, et à ne tenir compte que des indications dont il disposait absolument réussies. Selon lui, l'opinion du vieux Daniello ralliait déjà à elle automatiquement dans les scrutins décisifs le chiffre de 7 voix qui, au conseil de surveillance, constitue la majorité d'urgence et retire tout effet pratique aux réserves de la minorité. La figure du vieux Daniello m'avait donc singulièrement occupé depuis la veille. Quelque chose m'inclinait à voir maintenant sa main dans l'instruction que j'avais reçue à l'amirauté et qui tranchait si remarquablement sur la paperasserie neutre de la seigneurie, et je me sentais l'envie de prendre moins légèrement tout le bavardage sénile de mon père, pour m'avoir présenté comme naturelle l'idée qui me flattait que j'allais peut-être le voir. Je rassemblais dans mon esprit ce que j'avais pu apprendre de lui à travers mes conversations avec mon père, fâché maintenant de leur avoir prêté une oreille si neutre. Le peu qui m'en restait prenait un vif relief dans sa discontinuité, mais c'étaient plutôt des détails pittoresques qui ne s'ordonnaient pas, comme il en revient à l'esprit par-delà les brumes de l'enfance. Le trait le plus remarquable de sa carrière était qu'orienté dès sa jeunesse vers des recherches purement désintéressées et spéculatives, il était l'auteur d'une histoire des origines qui faisait autorité à Orsena pour tout ce qui concernait la période de fondation. La soixantaine passée, il avait commencé à se mêler aux intrigues politiques de la ville, à l'âge où les hommes d'État sur le retour cherchent plutôt une justification de leur action passée, à travers une biographie d'Agathocle ou de Marc-Antoine. Et le préjugé de temporisation et d'inertie porté contre un homme d'études avait longtemps prévalu, jusqu'à freiner un peu, même à Orsena, cette seconde carrière contre les preuves d'opiniâtreté et de volonté incisive qu'il n'avait pas tardé à y fournir. Son caractère, là, il y a une petite interruption fantomatique. Son caractère ombrageux lui valait peu d'amis. En dehors des heures où le service d'État l'appelait à la ville, il passait pour vivre presque seul dans sa campagne de Bordega, au milieu de sa bibliothèque. De certaines anecdotes que m'avait contées mon père ou qui couraient la ville se dégageaient dans la puissance de misanthropie et le mépris des hommes qui transparaissait quelque chose d'abrupt
et de presque fou. Cependant, dans les voix qui s'accordaient après les rires trop convenus de salon pour lui reconnaître, entre guillemets, un caractère, il passait invariablement quelque chose d'intimité, ou d'intimidé, plutôt d'intimidé et de circonspect. Comme si l'ombre d'un rapace aux serres puissantes avait tout à coup plané sur l'assemblée moutonnière. Là, on a quand même un portrait assez terrible de ce personnage quasiment immobile, mais dont on sent qu'il incarne le pouvoir. C'est cette notion de pouvoir qui est aussi au cœur de ce livre-là, mais le pouvoir est par essence impossible à toucher. Il était d'ailleurs singulier qu'à Orsena, où le moins qu'on exigeait des aspirants au pouvoir, tiens, voilà le mot pouvoir qui arrive ici, était que par leurs alliances de famille, leurs tares plus ou moins secrètes et les engagements qu'ils avaient souscrits au clan, ils donnassent de toutes parts des gages. On eût laissé gravir les derniers échelons du pouvoir à quelqu'un qui laissait sur lui si peu de prise. Sans femme, sans maîtresse, sans amis, sans vice connu, sans passé trouble, il semblait n'avoir rien sur lui de cette écorce couturée où le toucher un peu veule des politiciens aime à se rassurer et à affermir sa prise familière et canaille. Cette force nue et lisse, mais longtemps protégée, soigneusement enveloppée, évoquait plutôt, me disait Orlando, une épée dans sa gaine. Pourtant, Danielo était vieux. Il portait sur lui la malédiction de la ville. Il avait vieilli dans Orsena. J'imaginais sa silhouette chétive, ses mains friables et sèches, ses pas frileux sous la longue robe noire du conseil. Orsena en avait usé d'autres, et je savais ce qui pouvait rester d'un homme quand il avait laissé au trou de la filière, pour devenir cette ombre auguste et émaciée, tout ce qui n'y avait jamais pu trouver place d'indépendance, de volonté et d'espoir. La ville qui bouffe ceux qui y cherchent le pouvoir. C'est pour ça peut-être qu'il y a de si longues et si importantes descriptions des lieux. Les lieux jouent un rôle vivant. Il n'y avait, aux abords même du conseil, il se rapproche du lieu, nulle trace de l'agitation et des allées-venues qui désignent les centres nerveux d'une ville à un moment de crise. À cette heure où l'avait quitté déjà tout le menu personnel et les fonctionnaires subalternes, le palais paraissait presque désert, et les quelques silhouettes que je croisais au détour des couloirs s'y mouvaient après les heures régulières du travail, avec la désinvolture intimidante et l'abandon d'une franc-maçonnerie scellée par un long usage qui se retrouve entre soi et maîtresse de la place. Ces ombres, sur qui plus d'une fois je pouvais poser un nom illustre, qui s'interpellaient par leur prénom avec des interjections familières, des mots de passe et de brèves expressions de routine, qui ne m'étaient pas compréhensibles, contribuaient à me mettre peu à l'aise. Je sentais vivement que j'entrais dans un monde fermé. Alors, évidemment, tout ce qui précède nous le montre, que là, on touche, on entre dans un monde fermé. Mais est-ce qu'on y pénètre vraiment? On reste étranger. L'air même
qu'on respirait dans ces salles béantes et roides, extrêmement assombries par les croisillons losangés et opaques de leurs fenêtres, et qui semblaient si vite annuitées que le pas s'étouffait déjà malgré lui à s'aventurer dans leurs espaces endormis, semblaient imprégnées faiblement d'une essence plus volatile, de celle dont on dit expressivement qu'elles existent à l'état de traces, qui fuyait l'attention après l'avoir alertée et dont on sentait que dans sa distillation subtile, le temps, ce mot temps est en italique comme le mot trace juste avant, et évidemment le temps est le personnage principal de cette histoire. Un temps qui, au lieu de se dévorer, semblait ici se décanter et s'épaissir comme la lie d'un vin vieux, avec cette succulence presque spirituelle, par où certains flacons très nobles font, pour ainsi dire, exploser les années sur la langue. Une qualité de temps presque, mais de ces vins vieux qui ne sont pas donnés à tout le monde. Le temps, tout ça c'était entre des tirets, comme une sorte de forme de parenthèse. Le temps avait compté pour presque tout. On eût dit plutôt qu'il n'était confiné par eux, que cet air conservait les vieux murs comme ces marécages pourris qui donnent au pilotis l'éternité de la pierre, et que de ce suc immatériel et vieilli, les ors des plafonds éteints, les cuirs lourds qui s'écaillent aux murailles, la matière épaisse des tables équarries, les cathèdres barbares de chêne cru, continuaient à nourrir et à lustrer imperceptiblement leur poli usé. Une vie qui désertait le va-et-vient des ombres falottes, y battant encore faiblement du pouls ralenti de l'hivernage. Comme dans certains monuments plus taraudés que des polypiers et plus organiquement encroutés de siècles que les autres, auxquels le peuple sent d'instinct que tient concrètement la survie même de certaines très vieilles villes, on touchait là les grands fonds d'Orsena, et presque matériellement la série ininterrompue de ces strass, un banc nourricier, un récif vaguement vivant de siècles, s'y engraissait seul, qui hissait encore l'énorme masse jusqu'à sa flottaison. C'est quand même extraordinaire, cette description de l'ambiance du lieu et du sens du lieu, de l'histoire du lieu et du temps, de l'empreinte du temps. L'huissier, qui m'avait pris en charge à mon entrée dans le palais, on ne marche jamais seul dans les couloirs de la surveillance, m'introduisit au dernier étage, enfin un événement, hein, enfin un passé simple ici, m'introduisit au dernier étage dans une salle sombre et assez basse. Une longue table d'une forme ancienne et lourde occupait l'un des angles. Étrangement massive, cette idée de lourdeur, de masse, de poids, de choses qui pèsent est extrêmement présente avec l'idée du temps, de la lourdeur du temps, ce qu'on tire derrière soi de temps, et donc de lenteur aussi. Donc, une longue table d'une forme ancienne et lourde occupait l'un des angles, étrangement massive et en même temps rehaussée de plaques précieuses et ouvragées. Elle évoquait curieusement dans ce palais de décrépitude les siècles barbares d'Orsena, les couronnes de fer clouté de pierreries brutes, la sauvagerie fastueuse et verdissante des époques lombardes. Les murs
comme partout dans le palais, étaient matelassés et revêtus de haut en bas de cuir sombre. Des fenêtres aux croisillons étroits et aux verres opaques n'arrivaient plus qu'une lueur diffuse. Et en plus c'est sombre. Qu'une lueur diffuse et ennuyée, comme si le palais avait pris jour au fond d'une cour recluse. L'une d'elles pourtant entr'ouvrait un rectangle étroit, où le ciel très pur déjà tournait à la nuit, et l'œil aspiré comme celui d'un prisonnier plongeait soudain au-dessus, ou par-dessus plutôt, par-dessus le dévalement de la ville vers l'horizon des forêts lointaines. On est entré au cœur et tout d'un coup les forêts lointaines sont de nouveau là. Tout ça pèse, tout ça comme une sorte d'étau où on se trouve pris. Peu à peu, la lueur faible d'une lampe posée sur une console près de la table éteignait les restes de jour et donnait à la pièce un air d'intimité anonyme et d'éveil tranquille, comme on peut en respirer dans un oratoire, me pénétrant avec une sécurité dont j'avais peine à me rendre compte du sentiment soudain infiniment confiant que j'étais attendu. J'entendis près de moi un pas glissant et étouffé, un pas austère et pourtant plein d'un allègement indéfinissable, comme celui d'un prêtre qui traverse son église après la fin des offices. Une main se posa sur mon épaule, ou plutôt l'effleura, mais avec une nuance aussi subtilement exprimée qu'eût pu le faire un clavier. Évidemment, tout est dans la nuance, tout est dans le détail infime. C'est pour ça qu'on entre tellement dans ces détails, c'est que tout détail est signifiant dans ce lieu, dans ce centre, dans ce lieu où siègent les instances secrètes de la ville. Avec une nuance aussi subtilement exprimée qu'eût pu le faire un clavier, d'aisance retenue et bienveillante. Et avant même de me retourner, je compris de quelle manière le visage qui était derrière moi souriait. Et là, on a enfin un tiré pour une parole. Quelqu'un va parler. Ainsi, c'est vous. Prononça une voix dont le charme était fait d'une inexprimable aisance, comme si les syllabes eussent affleuré à l'oreille distinctes et neuves, décapées, baignées une à une dans un liquide transparent. Le vieux Daniello, eh bien, le voici, fit glisser sa main de mon épaule et, contournant ma chaise sans hâte, me fit face un instant sans parler. Une acuité brusque sembla traverser un instant le sourire de bienveillance. Comme je me levais de nouveau, la main se pesa sur mon épaule avec une douceur et une rémission dans le geste seulement permise à quelqu'un qu'on obéit au doigt et à l'œil. Il ne paraissait nullement pressé de s'asseoir. Là, il se passe enfin quelque chose, mais ça ralentit. Et planté devant moi, très immobile, dans le contre-jour des fenêtres maintenant tout à fait pâlies, semblait jouer avec quelque complaisance en homme qui ne néglige rien de ses avantages, de la silhouette étrange et haute qui me surplombait. Les traits du visage se perdaient dans une ombre presque opaque, mais la tension dans l'immobilité de la figure qui m'observait, flexible pourtant et presque élégante sous la longue robe du conseil, avait quelque chose d'oppressant. Je sentis, à l'imperceptible touche de mise en scène de cette entrée en matière, que dans ces lieux où les subtiles traditions de la police secrète se mêlaient à la familiarité des hautes affaires,
les interrogatoires de la surveillance avaient autrefois à Orsena fait pâlir plus d'un visage à leur seul souvenir. Le jeu se jouait plus près de l'homme, sans guère de prise défendue, dans un tête-à-tête qui n'avait pris là que trop souvent un sens redoutablement concret. Évidemment, il y a un contraste entre ces évocations d'interrogatoire musclés, c'est ce qu'on comprend, ce redoutablement concret, il y a des coups, et puis cette quasi-caresse sur l'épaule qui vient d'avoir lieu. J'ai beaucoup aimé votre père, Aldo. Voici longtemps que je désire vous connaître. La lumière de la lampe effleura obliquement le visage de l'homme qui s'asseyait, y accrocha d'une arête luisante le nez célèbre et impérieux des Danieli, si insolemment reconnaissable que j'en ressentis un choc, comme si j'avais identifié un roi en promenade dans la rue au profil gravé sur les pièces de monnaie. Là, on a ces restes de vieilles familles, on trouve ça aussi dans Proust, dans l'église de Guermantes, où on a les vieux portraits, puis on a les vrais gens qui assistent à la messe et qui ont les mêmes têtes. Ben là, on a aussi ça. Une sorte de buée flottait autour des yeux gris, des yeux voilés et pourtant aux aguets dans leur repos lourd, à la fois de chasseurs de fauves et de rêveurs éveillés. C'était le visage d'un homme au sang lourd, plein de passions brutales et de pesants appétits terrestres. Et cependant, une ardeur semblait ronger par le dedans ces stigmates accablants de toute une race. On eût presque dit par instant cet affinement plus surnaturel d'avoir été visiblement si peu le bienvenu, cette douceur gauche et presque disgracieuse que met, après des années de guerre sauvage, la porte longuement refermée d'un cloître sur le visage d'un reître converti. Je regrette que ce soit en de si pénibles circonstances. Les yeux gris se levèrent sur moi d'un vif mouvement de tête, et je sentis que je me tendais sur mon siège, mais ce qui suivit me déconcerta passablement. On a pu retrouver, me dit-on, le corps du capitaine Marino. Notre peine à tous a été grande. C'était un officier distingué et un serviteur fidèle. La voix sembla s'ajuster et s'amincir, comme on glisse l'ombre dans une fissure, comme on glisse l'ongle dans une fissure. Je sais que vous vous en étiez fait un ami. Le capitaine était un homme sans détour et sans reproche. Je l'aimais en effet, et je lui avais gré que ma tâche à l'amirauté s'en trouvât si allégée. Je sais que le capitaine eût aimé reposer en terre d'Orsena, reprit la voix avec une gravité soudaine. Plus que quiconque, il y avait droit. Je vous prie, à votre retour à l'amirauté, de veiller à ce qu'on ne ralentisse pas les recherches. Les doigts pianotèrent sur la table, irrésolus et ennuyés, et je crus un instant que l'audience allait tourner court. Dans les yeux gris passa une expression somnolente et fatiguée. Je me sentis soudain très mal à l'aise. « Dormez-vous sans rêve, monsieur l'observateur ?» La question était posée sur un ton de courtoisie, neutre. Un instant, je demeurai stupide, puis je sentis que le sang me quittait le visage, et mes doigts se serrèrent sur l'accoudoir. J'avais cru, commençai-je d'une voix entrecoupée, je sentais ma bouche se sécher. Dieu m'est témoin que j'ai cru... Je me levai à demi de mon siège en proie à une panique brusque. Les instructions que j'ai reçues m'avaient fait croire
J'ai pensé qu'on désirait, sans oser le dire, que j'aille voir là-bas, lui jetai-je dans une contraction de la gorge. Les yeux gris ne scellèrent pas, mais une ébauche de sourire passa sur le visage à demi éclairé. « Calmez-vous, asseyez-vous. Votre sang est vif, c'est celui d'un très jeune homme. Là, là, ajouta-t-il avec une ironie et une douceur presque gracieuse, en se penchant vers moi légèrement. Je n'ai pas dit que je dormais bien. » Un poids énorme tout à coup me glissa de la poitrine, et je compris que depuis de longs jours je n'avais pas vraiment respiré. Celui qui était devant moi avait le pouvoir de lier et de délier. Une envie folle me traversa, celle de baiser la main sèche et longue qui pendait devant moi dans l'ombre au bord du fauteuil. Quel est le chiffre des hommes d'équipage actuellement à terre dans le ressort de l'amirauté, me demanda tout à coup le vieux Daniello d'un ton bref et précis en relevant la tête. Il tenait un crayon à la main et tapotait le bureau de la pointe à coups légers. 200, déduction faite des effectifs prélevés pour la remise en service des batteries côtières. Marino a dû vous avertir de l'arrivée prochaine de 2 canonnières. 2 avisos qu'on vient de remettre en service vous parviendront avec des équipages réduits. Vous les ferez compléter sur place. Mais je sais, coupa la silhouette noire d'une voix détendue et assez basse, soudain secrètement fatiguée. Ce ne sont pas là apparemment vos attributions, mais les circonstances commandent. Le capitaine Marino n'a pas pour le moment de successeur désigné. D'ailleurs, vous disposez de l'aide sur place d'officiers expérimentés. Quelque chose dans la voix complaisante me signifiait qu'une nomination n'interviendrait pas de longtemps. Je m'inclinai d'un geste de déférence un peu roide. Je ferai de mon mieux si j'ai pu mériter la confiance de la seigneurie. Vous n'avez pas notre confiance. Le nôtre, ici, est entre guillemets, reprit la voix, où jouait cette fois une note d'ironie meurtrière. Vous ne la méritez et ne l'avez jamais eue. Vous avez notre aveu. C'est tout ce que peut faire un État jeté dans des circonstances troubles et remises au hasard. Il eut une crispation de fatigue et me sembla tout à coup très vieux. Je vais vous confier un secret de gouvernement, un secret dont il n'est pas bon de s'ouvrir trop à des exécutants, reprit-il en relevant la tête et en souriant dans le vague. Un secret de faiblesse. On maintient toujours d'abord sur place, lorsqu'il survient un incident imprévu qui prend mauvaise tournure, l'homme par qui toutes choses ont commencé. Évidemment, il parle de lui, donc de Aldo lui-même. Cela ne vous paraît-il pas étrange ? Dit-il en cherchant tout à coup mon regard. Il y a peut-être à cela des raisons que j'ignore, fis-je, gêné et circonspect. J'en vois plusieurs, dit-il, d'une voix nette et lente. La paresse d'esprit naturel au bon gouvernement, l'instinct de se couvrir vis-à-vis de l'opinion, toujours prête à penser, quand on redresse les rênes trop tôt, que si on avait laissé faire, mais à laquelle, si les choses tournent décidément mal, on aura alors à jeter un bouc émissaire bien noir. Non, je ne songe pas à vous, sourit-il, en voyant que je plissais le front sans agrément. Il parut réfléchir un instant avec cet air vague et presque absent qui me frappait tellement par instant sur ce visage aux puissantes mâchoires. Peut-être aussi y a-t-il une raison plus trouble, plus difficile à éclaircir. Quand un homme s'est trouvé une fois vraiment mêlé à certains actes,
trop grand pour lui et qui le dépasse, la conviction qu'une part de lui est demeurée méconnue, puisque de telles choses en sont nées, qu'il peut y avoir sacrilège à séparer ce que l'événement a uni. Ne pensez-vous pas, monsieur l'observateur, qu'il y a des hommes qui appartiennent à certains actes, d'un accès particulièrement difficile et incompréhensible, parce qu'on a retiré l'échelle, parce qu'il n'y a plus d'échelle pour passer d'eux à lui. Si j'appartiens à cet acte, je ne puis en tout cas lui appartenir seul, dis-je d'une voix blanche. Un mot clair de la seigneurie eût tout empêché. Je ne crois pas avoir eu jamais l'occasion de le lire. Dans un mouvement brusque, dont il semblait tout à coup ne pas être maître, le vieux Danielo se leva de son fauteuil et se mit à marcher à pas lents à travers la pièce. Il marchait très silencieux. Quand il se retournait, un léger bruissement de soie parcourait sa robe noire, et la flamme de la lampe oscillait faiblement. Il ressemblait à un homme qui se lève au milieu de la nuit et marche à travers sa chambre sous le poids d'une pensée trop lourde. On eût dit qu'il avait oublié que j'étais là. « Non, vous ne vous êtes pas trompé, dit-il enfin d'une voix sourde. Je le nierais vainement. La cause vous a été remise, la permission vous a été donnée. Je ne savais pas si vous iriez là-bas, mais je savais que c'était possible. Je savais que je laissais une porte ouverte. Pourquoi l'avez-vous permis ? Dis-je doucement en penchant la tête vers lui. Il me lança un coup d'œil méfiant et plein de hauteur, celui de l'homme de pouvoir surpris soudain hors de sa garde. Je l'interrogeai et je sentis qu'une seconde il hésitait à me répondre, en majesté, mais il laissa imperceptiblement retomber sa tête. Il y a des questions ici qu'on ne pose guère, mais je vous ai fait venir sans témoin. Il sourit de nouveau d'un sourire qui paraissait ailleurs, comme un homme qui feint de poursuivre une discussion polie et qui cache une arme dans sa manche. Le souvenir des prisons, de la surveillance et des exécutions discrètes me traversa l'esprit un instant, mais j'avais affaire maintenant à tout autre chose qu'à la peur. Une curiosité aiguë, presque douloureuse, recouvrait toute appréhension. À qui d'autre l'explication irait-elle, sinon à qui peut la comprendre, dit-il soudain avec un sourire d'extrême intimité. Ce que je vais te dire maintenant, personne ici ne l'entendrait. Là, tout d'un coup, il y a le tutoiement qui vient après l'extrême intimité. Et personne ne l'entendra de toi, ajouta-t-il d'un ton dur et rapide. Je suis le maître ici, souviens-t'en, Aldo, et ce que tu répéterais de tout ceci, il t'en coûterait, il y a un point, il t'en coûterait quoi? On le devine aisément. J'ai eu envie ce soir de te parler d'homme à homme, parce que tu m'es proche, parce que je t'ai suivi de loin, d'heure en heure, parce que j'étais la force qui te soutient et qui te pousse, parce que j'étais avec toi sur le bateau. Il se remit à marcher de long en large, à pas lents. « J'ai aimé le pouvoir, reprit-il d'un ton assez haut, qui faisait dresser l'oreille en ce qu'il était mal accordé à la résonance et aux dimensions de la pièce, comme chez quelqu'un qui parle au milieu de son sommeil. Je ne le bouderai pas contre mon plaisir. Il m'a distrait pendant des années. Le pouvoir est beaucoup, Aldo. Puisque tu peux prétendre ici à ton tour à l'importance, ne crois pas ceux qui voudront t'en dégoûter. Il y a une certaine espèce de philosophe qui pousse comme le lichen sur les ruines. Il célèbre les sucs de l'air et jette l'anathème sur ceux qui croient dans la terre grasse. Ils te mettront en garde contre la vanité de l'expérience et te préviendront contre tout ce qui n'est pas né dans le dessèchement,
Mais crois-moi, il vaut la peine d'enfoncer ses racines. Il vaut la peine de gouverner même un État croulant. On avance entre deux haies d'hommes ployés, et si l'on est un amateur d'hommes, il vaut la peine d'observer l'homme ployé. Cela gagne du temps, et ils ne livrent que là un parfum qui n'est qu'à eux, comme il est plus court de connaître une essence à son odeur intime en cassant une branche en deux. J'ai connu ainsi ton père, il y a de cela bien peu, Aldo. Je ne savais rien de lui, il n'avait qu'été 20 ans mon ami. Je ne savais rien de lui, il n'avait qu'été 20 ans mon ami. En 20 ans d'amitié, on ne sait rien. C'est quand même assez fort comme phrase ici. Il fallut qu'il vînt me demander une place. Il y a là un vif amusement, et puis autre chose encore me requérait. J'ai été pendant 30 ans l'homme des livres, eh bien je comprenais tout par le menu de la marche de l'histoire. L'enchaînement, la nécessité, le mécanisme des affaires, tout, sauf une chose qui est le grand secret. Le voilà enfin, ce secret de ces instances secrètes de la ville. Le secret puéril. Pourquoi il faut avoir mis la main à la pâte? La facilité déconcertante avec laquelle les choses se font. Il y avait aussi pour moi cet amusement presque inépuisable. Constater que la machine marche, que 1000 rouages jouent et fonctionnent quand on appuie sur un bouton. C'était au début à n'y pas croire, se trouver devant des boutons qui n'avaient pas fini de tourner. Cela donne un peu de vertige, et puis vient ensuite un autre plaisir, le plaisir d'arriver à un même but par plusieurs circuits. On ne se lasse pas, ne se lasse pas de longtemps de voir que ces engrenages mordent. L'exhalaison de la matière humaine malaxée. Je t'assure que c'est un fumet qui colle aux narines. C'est tout autre chose que de comprendre le fonctionnement du moulin. Enfin, j'ai eu plaisir à cette mécanique qui ne faisait pas crier que des rouages vides. J'ai eu mon bon temps, je ne regrette pas. Seulement, il est venu autre chose. Il s'arrêta un instant et sembla pourchasser dans les rides de son front une pensée agaçante. Cela ne vient pas vite, Aldo. Cela s'annonce de très loin, mais seulement dans les intervalles. Car c'était tout de même, si l'on veut, une vie remplie, par des espèces de clignements rapides, encore à peine plus clairs, comme dans une fin de journée d'été, les premiers éclairs de chaleur. Une chose qui a le temps. Et là, le temps avance et continue, hein, et on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire, on ne l'aura sans doute jamais d'ailleurs. Ou on l'a toujours eu, peut-être. Une chose qui a le temps. Une chose qui n'est pas pressée, qui s'engraisse toute seule, qui peut attendre, qui sait qu'elle profitera de tout. Une préoccupation qui n'en est pas une, ou pas encore, qui vous laisse de grands répits, plus de répits que les autres, mais qui refuse obstinément de se mêler aux autres, qui dédaigne et se retranche, s'éclipse plutôt que de composer, mais dont on devine qu'il n'est qu'une heure, pour elle qui compte et au prix de laquelle rien ne compte. Évidemment, on pense à la mort. Quand on entend cette description-là, s'agit-il de cette mort qui est précisément ce que nous passons notre vie à attendre, mais la mort a le temps. Elle viendra à son heure. Celle où
où elle vous sautera dessus, celle où elle vous tiendra tout. La femme qui va dévaster une vie s'annonce souvent à travers ces éclipses nonchalantes. Un petit coup frappé à la vitre, de temps en temps, presque imperceptible mais net, sec, avec cet accent de percussion qui fait tressauter légèrement et ne se mêle à aucun bruit. Elle est repassée devant vous au fond de soi-même, on le sait, c'est tout. Il faudra peut-être attendre longtemps encore, mais il y a en nous un air alerté, tapi, qui pour jamais est à l'écoute de ce seul bruit, rien d'autre ne peut l'atteindre. Moi, c'était le Farguestan, dont je guettais le coup du doigt replié sur la vitre. Dans les accalmies de la rumeur que tissait autour de moi le remue-ménage des affaires, il glissait tout à coup un curieux silence, un silence presque impoli, un de ces trous dans une conversation animée qui vous désaccorde, et si on se laisse aller au vide qu'il creuse, il vous mène, sans même qu'on y pense, à deux yeux ouverts, deux yeux qui vous regardent sans rien dire. Deux yeux qui ont su faire le silence autour d'eux. J'avais affaire à ce silence-là. La chose qui s'avançait derrière lui avec 1000 détours me faisait signe. Semblait s'éloigner parfois, mais ne me perdait jamais de vue. J'avais rendez-vous avec elle pour un tête-à-tête intimidant. Et une singulière exaltation du sentiment de ma puissance se faisait jour à son approche. Entre tous les actes, celui que je commençais d'entrevoir, celui auquel personne ne pensait plus, c'était l'acte que je pouvais faire. Il baptisait le monde. Au lieu qu'il fût un aboutissement, tout parlait de lui à neuf, tout partait de lui à neuf. Il était redoutable, il était imprudent. La sagesse des hommes, la sûreté de la ville le déconseillaient. Le monde, Aldo, attend de certains êtres et à de certaines heures que sa jeunesse lui soit rendue. Évidemment, dans ce vieillissement de la ville, tout d'un coup, on sent que quelque chose revient d'une jeunesse, effectivement. Un bouillonnement trouble se bouscule contre la porte qui n'attend pour s'ouvrir qu'une permission, où toute l'âme se baigne. Ai-je pu penser une seconde à la sécurité d'une ville vieille et pourrie? Elle est raidie dans son sépulcre et murée dans ses pierres inertes. Et de quoi peut encore se réjouir une pierre inerte, si ce n'est de redevenir le lit d'un torrent? Le vieux Daniello s'accouda d'un geste las, et, le front dans les mains, garda un instant le silence. Il me sembla tout à coup que ce silence s'était approfondi. Évidemment, c'est le leitmotiv de tout le livre, le silence qui revient sans cesse. Après que soit dit ce qui cherche à se dire, mais pas encore tout à fait complètement dit. La rumeur lointaine du palais maintenant désert avait cessé depuis longtemps. Le battement d'une pendule devenue perceptible griffait à coups légers ce silence lisse comme des pattes d'insectes. Je regardais le carré de ciel que découpait la fenêtre, maintenant toute noire. Le feu de quelques étoiles y brillant faiblement glissait comme au fond d'un puits dans la pièce étouffée. Il me sembla soudain que rien jamais n'avait dû reposer comme ce soir. La lueur faible et égale de la pièce tiède charmait d'un silence magique la ville endormie. Pourquoi ai-je besoin tout à coup de te dire ces choses, à toi, reprit Daniello d'un ton pensif et égal. Une heure vient où l'idée que la signification d'un acte singulier, de l'acte le plus singulier de notre vie, puisse se perdre avec nous à jamais, nous devient
insupportable. Je pense que le temps est venu pour moi de témoigner, dit-il après un instant avec un sourire bizarre. Je gardai le silence. Il n'y avait rien à répondre. Le vieillard ne l'attendait pas. Depuis quelques minutes, je sentais que ma présence lui devenait plus vague et qu'il parlait devant lui avec une inattention singulière à mon attitude et à mes gestes, un peu comme on parle d'un lit de mort. La ville, reprit-il pendant qu'une espèce de lueur froide passait sur son visage comme le reflet lointain d'un grand feu. Il me semble que je peux parler de la ville. Elle était pour eux l'héritage qu'on remet intact aux ayants droit, le coin de terre qu'on gère et dont on se sépare. Pour moi, elle était le bûcher fait pour ma torche. Une chose qui attendait de moi son sens et sa consommation. J'avais affaire à elle, il me semble, d'un peu plus près. Je t'ai suivi de loin, Aldo. Je savais ce que tu avais en tête, et que seulement lâcher la bride était suffisant. Il y avait devant moi cet acte, pas même un acte, à peine une permission, un acquiescement, et tout le possible à travers lui s'écoulant en avalanche, tout ce qui fait que le monde sera moins plein si je ne le fais pas, à jamais moins plein si je ne le fais pas. Et derrière, il n'y avait rien, le repos de momie de ce vague fantôme, le vide qu'aiguise sur la terre ce bâillement obscène et ses oreilles seulement faites aux petits craquements intimes du cercueil. Il est terrible pour un homme d'être une digue, de cuirasser le manque, de faire de sa volonté une pierre jetée au travers du courant. J'avais eu le temps de devenir sérieux. J'avais cessé de vouloir gagner. Il était temps de seulement hâter la venue. Le monde, Aldo, fleurit par ceux qui cèdent à la tentation. Le monde n'est justifié qu'aux dépens éternels de sa sûreté. Je voulais seulement le dire, comment sont allées les choses, te dire comment sont allées les choses, reprit-il sur une note à peine plus aisée que le reste de son discours, qui n'était jamais sorti du ton de la conversation courtoise, et ce qui fait que ce soir il est arrivé que nous nous rencontrions ici. Et maintenant, dis-je avec incertitude, à la vérité plutôt, pour rompre le silence lourd, embarrassé que j'étais de l'accueil à faire de cette confession aisée et polie, comme si de bout en bout le vieillard m'avait pris pour quelqu'un d'autre. Maintenant, dit Danielo en levant les sourcils avec une nuance d'étonnement, quand tu es parti pour cette croisière, tu ne t'es pas demandé, n'est-ce pas, Aldo, ce qu'il y avait derrière toi? Personne ici ne se le demande. Il y a plus urgent. Plus urgent? Les yeux de Danielo se plissèrent et son visage prit une expression aiguë, presque douloureuse. Il y a plus urgent que la conservation d'une vie, n'est-ce pas? Aldo, si tant est qu'Orsena vive encore, il y a son salut. Toutes choses ne finissent pas à ce seuil que tu envisages uniquement. Les yeux du vieillard s'attardèrent un instant sur le seau rouge du laissez-passer qui tachait la table. Il n'y avait dans son regard ni haine ni peur, plutôt une lueur contemplative et épurée. Tout à coup, un rapprochement bizarre se fit jour dans mon esprit. Je songeais à cette société qui, pour tout Maremma, disposait maintenant de rage. Les propos d'Orlando sur le dosage, par où s'était infiltré dans Orsena, l'esprit nouveau revinrent à ma mémoire, et on eût dit tout à coup
qu'entre ces forces à la croissance pleine d'ombre, le visage de l'envoyé faisait un inattendu trait d'union. Le dialogue qui m'avait égaré, que je n'avais pu poursuivre cette nuit-là, faute de repères, c'était comme si le vieux Daniello, derrière ses prunelles voilées, en eût retendu le fil et gardé pour lui la secrète signification. « Est-ce là ce pacte dont vous vous réclamiez ?» lui jetai-je, frappé brusquement d'un souvenir. « Ce pacte qui lierait la ville ?» Dois-je plutôt comprendre que vous avez décidé de son lot et choisi le pire ? Le vieillard haussa les épaules. Choisir, décider. Et le pouvais-je ? Ce qu'elle a maintenant, la ville, se l'est donné à elle-même. Ce pacte, elle seule pouvait lui rendre vigueur. Il fallait qu'elle se mît à y croire. Et cela ne dépendait de personne au monde. Ce qu'elle a, un destin, dit Daniello, en détournant la tête, comme un médecin laisse échapper le diagnostic qui condamne. N'as-tu pas remarqué les signes ? N'as-tu pas vu, reprit-il avec une ironie rêveuse, comme tout ici a miraculeusement rajeuni ? Évidemment, l'idée de destin nous renvoie à des choses très anciennes, à la tragédie. Mais en même temps, c'est ce qui donne de l'espoir et qui rajeunit. C'est impossible, lui jetai-je d'une voix passionnée. Il n'y a pas de destin qui vous refuse de survivre. Tu te méprends, Aldo. Il ne s'agit pas de subsister, dit le vieillard froidement. Je ne suis pas un politique, il y a un temps pour les politiques, un temps pour louvoyer entre les brisants et un temps pour serrer dans ses doigts le fil au cœur de l'obscurité. Ce fil que tu as tenu, qui t'a mené où tu es allé. J'exécutais, dis-je, d'un ton dur où je croyais le faire. Je n'avais pas la responsabilité de la ville, vous la portiez. Daniello haussa les épaules avec lassitude et agacement. Le crois-tu vraiment ? Il parut un moment réfléchir profondément, et de nouveau les rides de son front pourchassèrent une pensée obsédante. Quand on gouverne, vois-tu, rien n'est pire que de lâcher prise. Et une fois que la chose m'est venue, cela a été une découverte étrange, de m'apercevoir qu'Orsena ne donnait plus prise que par là. Tout ce qui ramenait l'attention sur les Syrtes, tout ce qui poussait au développement de l'affaire, faisait jouer les vieux rouages avec une facilité presque irréelle. Tout ce qui ne la touchait pas se heurtait subtilement à un mur d'inertie et de désintérêt. Elle profitait de tout, des gestes pour accélérer et des gestes pour la freiner, comme un homme qui glisse sur la pente d'un toit. Dès qu'il en était question, comment te dire, toute chose se mobilisait d'elle-même. Dans les délibérations du conseil, tout à coup sans raison, au détour d'une phrase, dans le coq-à-l'âne d'un jeu de mots, par un biais saugrenu, elle revenait se poser sur ses bouches mortes, comme une mouche qu'on chasse vainement de la main, et ses visages éteints soudain comme un tison qui se ranime. Quand on gouverne, il faut toujours aller au plus pressé, et le plus pressé, il n'y a pas à n'y pas croire. C'était toujours cette chose inexistante qui poussait un cri muet ou son cri muet, plus énergique que tous les bruits parce que c'était comme une voix pure qui se taillait d'avance sa place, qui gauchissait tout, cette chose endormie dont la ville était enceinte et qui faisait dans le ventre un terrible creux de futur. Nous la portions tous. Oui, reprit Daniello, et de nouveau il parut regarder devant lui dans le vague. Tout le monde a été complice dans cette affaire, tout le monde a aidé, même quand il a pensé faire le contraire. Le vieil Aldobrandi, m'a-t-il paru, et sans doute quelques autres, ne le pensaient pas.
Danielo haussa de nouveau les épaules. On a ce tic qui vient à ce moment-là à nouveau rythmer ce texte. Il y a des jours où Aldobrandi et sa clique me font croire à la génération spontanée. S'il n'existait pas, Orsena l'inventerait. Toi aussi, reprit-il en tournant vers moi son œil sans regard, si tu n'avais été là, la ville t'aurait inventé. Peut-être, dis-je après un instant de silence songeur, mais ici, n'a-t-on vraiment rien pesé, rien calculé avant ce risque ? Rien, Aldo. On s'en est donné l'air. Ou bien on a calculé avec des données truquées de faux chiffres, qui ne trompaient personne, mais qui sauvaient la face. Parce que calculer vraiment aurait empêché de prendre le risque. Et c'était le risque qui aspirait. Pas même le risque, ajouta-t-il d'une voix sans timbre. Peut-être y a-t-il des moments où on court à l'avenir comme à un incendie en débandade. Des moments où il intoxique comme une drogue, où ne lui résiste plus un corps débilité. Je sais, dis-je, avec effort, j'ai vu Maremma gagner cette maladie. Peut-être l'ai-je gagné moi-même. Heureusement, il est temps encore. Vous savez que le moyen vous est donné de tout rendormir. Le vieillard se redressa avec lenteur et planta ses yeux droits dans les miens avec une détermination glacée, presque inhumaine. Tu te trompes, Aldo. Il est trop tard. Trop tard ? Je m'étais levé malgré moi très pâle. Trop tard, Aldo. Ce n'est plus moi qui décide. Orsena est entré en scène maintenant. Orsena ne reculera pas. Ainsi vous voulez tout ce qui va venir, oui, et que Dieu nous soit en aide, car il en sera grand besoin. Vous êtes fou. Danielo releva lentement les yeux vers moi, sans surprise et sans ressentiment, des yeux qui semblaient s'être trempés d'un seul battement de paupières à je ne sais quelle eau profonde et glacée, des yeux soudain extraordinairement distants. Tu sembles te tromper étrangement, Aldo, sur ce que signifie ma présence à cette place, reprit-il d'une voix froide et calme. Je ne m'y trouve pas par hasard. Penses-tu qu'Orsena en soit encore à jouer le petit jeu ? Je pense que je vois maintenant clairement où le vôtre mène. Et pour ce jeu-là, dans tout pays du monde, il y a un nom. Prononce-le donc, dit le vieillard sur le même ton de singulier calme. Tu n'oses pas ? Il repoussa loin de lui quelques papiers sur la table d'un geste sec. Comprends-moi bien, Aldo. Ce que je te dis ici, personne ne l'entendra. Il est terrible à certains moments de se sentir seul. Et à qui parlerai-je sinon à qui m'est plus proche que quiconque, à celui qui est allé là-bas. Tout sera présenté, tout sera mis en forme parfaitement, irréfutablement, et les vieilles perruques nobles qu'on croirait peintes sur la boiserie acquiesceront au Sénat l'une après l'autre à la lecture de mon rapport, comme si de leur vie il n'avait été question de faire autre chose. Se dérobe-t-on à la voix même de la patrie ? La voix de la patrie, elle ne parle jamais si haut que quand il s'agit de se mettre en danger sans que la nécessité presse, et le genre de langage qu'elle leur tiendra. Je n'ai guère de peine à t'en donner une idée. Faire parler les morts avec discernement et pertinence, c'est l'ABC de l'art du gouvernement. Et c'est le péché mignon d'Orsena, qui trouve toujours un peu incongru qu'on lui parle à l'indicatif présent, d'y prêter l'oreille. L'honneur d'Orsena, l'insolent défi de l'infidèle, une cause tranchée par Dieu depuis des siècles et qu'il n'a pas tenu à nous de réveiller, l'insécurité grandissante des pionniers des Syrtes,
nos forces que la calme assurance de leur bon droit multiplie, elles en ont besoin, le danger de sécession des provinces du Sud, si lointaines, qui devraient, si 10 autres raisons ne se faisaient plus pressantes, à lui seul nous inciter à la fermeté. Évidemment, tout ça annonce la guerre, puisque c'est bien de ça dont il s'agit depuis le début. De nouveau, il eut son étrange rire de gorge, et de nouveau ce rire coupant et triste s'étrangla net. Non, ne crois pas que je sois si cynique. Tout cela qui sera dit sera presque à moitié vrai, comme toujours. Une guerre, là voilà le mot qui est dit, je crois que c'est ça le mot qu'il voulait faire prononcer à Aldo. Une guerre n'est jamais tout à fait perdue d'avance, et il est plus grave assurément qu'un État cède quand il s'est mis dans un mauvais cas. Ce sont de ces raisons à demi raisonnables dont font commerce les chancelleries. On ne leur demande guère plus que d'être décoratives, de boucher le trou. Fausses si tu veux, mais fausses ici surtout en ce qu'elles sont à la place de celles qui ne sont pas recevables, de celles qui ne sont pas reçues. Il n'y a pas de langue connue, Aldo, où un état trébuchant puisse confesser ses troubles intimes comme un malade à son médecin. Pas de langue, et c'est dommage. Les dirigeants des états âgés, on les tient pour congénitalement fourbes et hypocrites. Comme si on ne le mesurait pas dans l'hypocrisie, le vieillard en qui tout se fait débâcle et dont on exige encore qu'il soit bien tenu, comme si tout le monde ne se liguait pas, et les siens plus durement que les autres, pour l'empêcher de parler de ses petits malaises dont il va mourir bientôt. Il en a pourtant envie, il en a pourtant besoin quelquefois. Et ce ne sont pas des malaises imaginaires. On parle autour de lui. On lui parle comme si de rien n'était. Héritage, soucis de famille, dividendes, mariage, procès en cours, affaires courantes. Comme si les affaires, pour lui, pouvaient continuer à courir. Pouvaient espérer le rattraper. Où il va. Parfois, de plus en plus souvent, il se fait une accalmie dans le remue-ménage, et un bruit monte pour lequel seul il a maintenant des oreilles, celui des berges battues par les vagues qui s'enfuient à toute vitesse derrière le navire débouchant dans la haute mer. Ce sont des choses que je te dis parce que je suis vieux, et que je te dis en connaissance de cause, parce que je n'ai pas vieilli seul. La pensée de la fin, fige en haussant involontairement les épaules. Tiens, c'est lui qui, tout d'un coup, se met aussi à hausser les épaules. Quelle sottise! Ce n'est pas une pensée, Aldo. Tu as compris bien des choses, mais pour celle-ci, tu es trop jeune. Ce n'est même pas une idée fixe, c'est une dernière volonté. Il vous plaît à dire... J'étais remué plus que je ne voulais me l'avouer, par son ton de certitude. Personne à Orsena n'a le goût du suicide, je vous assure, personne que je sache, tout cela est extravagant. Tu ne penses pas tout à fait ce que tu dis, Aldo. Suicide est vite dit, un état ne meurt pas. Ce n'est qu'une forme qui se défait. Un faisceau qui se dénoue, et il vient un moment où ce qui a été lié, aspiré à se... et il vient un moment où ce qui a été lié aspire à se délier, et la forme trop précise à rentrer dans l'indistinction, et quand l'heure est venue, j'appelle cela une chose désirable et bonne, cela s'appelle mourir de sa bonne mort. Orsena se défaire. Qui pourrait l'y pousser? La solitude, reprit Daniello pensif,
l'ennui de soi qui vient à ce qui s'est senti trop longtemps, trop exclusivement rassemblé, le vide qui se fait à ses frontières, une espèce d'insensibilité qui naît à sa surface engourdie, comme si elle avait perdu le toucher, perdu le contact. Orsena a fait des déserts autour d'elle. Le monde est une glace où elle cherche son image et ne l'aperçoit plus. Voici des années, Aldo, que je vis, l'oreille collée contre son cœur. Il ne guette plus rien que le galop funèbre, la vague noire qui le recouvrira. Il y a trop longtemps qu'Orsena n'a été remise dans les hasards. Il y a trop longtemps qu'Orsena n'a été remise dans le jeu. Autour d'un corps vivant, il y a la peau qui est tact et respiration, mais quand un état a connu trop de siècles, la peau épaissie devient un mur, une grande muraille. Alors les temps sont venus. Alors, il y a presque un côté prophétique ici dans cette parole-là. Alors il est temps que les trompettes sonnent, apocalyptique même. Que les murs s'écroulent, que les siècles se consomment et que les cavaliers entrent dans la brèche. Là, on sent même l'allusion directe à l'Apocalypse et sans doute voulu les beaux cavaliers qui sentent l'herbe sauvage et la nuit fraîche avec leurs yeux d'ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent. Sans doute, fis-je avec nervosité. Et un moment après, les têtes fleurissent au bout des pics. Ce sont des choses pour lesquelles on aimerait prendre un peu de recul. Danielo garda un instant de silence, tiens alors voilà, et me regarda d'un air hautain. « Mon sang appartient à la ville », prononça-t-il avec un accent de fermeté froide et pourtant un tremblement dans la voix. Je n'ai fait que la servir, inavouablement. Crois-tu donc que je puisse lui survivre si les choses en viennent jusque-là ? Jusque-là ? Mais qui vous y force ? Lui lançai-je avec une espèce de fureur désespérée. Un geste seulement qui ne coûte même pas à votre fierté, et tout s'apaise. Un geste que vous pouvez faire, que vous pouvez aussi faire, car tout ici vous obéit. Le vieillard sembla hésiter un instant, ouvrit un tiroir et me tendit un rouleau de papier. « Lis ceci », me dit-il d'une voix brève. La pièce était un rapport de police en provenance d'Engaddi, une misérable bourgade de l'intérieur des Sirtes qui ravitaillait les caravaniers de l'extrême sud. Le rapport était bref et précis. Il signalait qu'une caravane venant d'arriver à Engaddi avait eu contact au point d'eau de Sarepta avec un Redzu démonté de nomades gazanides qui ne s'aventurent qu'exceptionnellement dans ces parages, où sinue une frontière toute théorique, avant le retour de la belle saison. Des détachements phargiens armés venaient de chasser leur bétail, et ces pâturages d'hiver situés loin dans l'est, en réquisitionnant les chevaux pour la remonte de la cavalerie, et des recoupements, des renseignements nombreux fournis par des témoins oculaires indiquaient qu'une armée phargienne, d'un effectif mal déterminé mais nombreuse, les suivait à quelques étapes, contournant la mer des Sirtes par l'est en direction de la frontière. Questionné sur la date à laquelle les Gazanides pourraient réoccuper leur pâturage, le chef du détachement précurseur avait répondu en souriant que le bétail sur pied et les chevaux des charrois n'y séjourneraient que très peu, et que chacun savait que les bons pâturages d'hiver se trouvaient de l'autre côté de la frontière. À la diffusion de ces nouvelles, la panique s'était emparée de la population d'Engaddi. La police, pour calmer l'effervescence, avait dû évacuer en hâte les femmes et les enfants vers Maremma et distribuer des armes aux hommes valides. Le chef de la police réclamait l'envoi en toute hâte d'instructions sur la conduite à tenir
en face de cette situation nouvelle. Ainsi ils viennent, dis-je, et toute ma colère tomba d'un coup pour faire place à un sentiment de certitude et de tranquillité merveilleuse. Sauf parce qu'on annonce vraiment la guerre, mais la guerre finalement où Orsena est victime d'une invasion potentielle. Et c'est peut-être ça qui rassure Aldo. C'était comme si la torpeur des sables avait été transpercée tout à coup du bruit de milliers de fontaines, comme si, sous le choc des millions de pas de l'armée mystérieuse, à l'infini autour de moi, le désert fleurissait. Oui, dit le vieux Danielo, et il me sembla que tout à coup son visage s'emplissait de lumière. Il se leva d'un air absorbé et marcha vers la fenêtre. Le même morceau de ciel noir se projetait sur le rectangle sombre. Les mêmes étoiles y brillaient tranquillement. Le suspens de cette nuit paisible était si profond et si intime qu'il semblait qu'on y entendît quelqu'un marcher. Je quittai le palais du conseil très tard. Le vieux Danielo avait fait appeler dans son cabinet l'officier de liaison attaché au service de la surveillance, et nous discutâmes assez longuement des mesures militaires qu'il devenait urgent de prendre à l'amirauté. Il fut décidé de rendre les patrouilles quotidiennes et de ne plus tenir compte désormais en aucun cas de la ligne réglementaire qui bornait leur parcours du côté du large. Dans la situation qui semblait se tendre d'heure en heure, il devenait évidemment risible d'observer une règle de prudence qui pouvait coûter à l'amirauté une dure surprise. Les parages de Vezzano devaient en particulier être surveillés de près. L'état de siège serait proclamé sans délai à Maremma, où, dans la surexcitation qui gagnait la ville, l'arrivée des réfugiés d'Engaddi risquait de créer des remous dangereux. Un détachement y serait acheminé de l'amirauté pour maintenir l'ordre. Aucun navire, en dehors des unités de guerre, voilà ce mot de guerre, et là on est vraiment dans l'opérationnel. La guerre est déjà là, et on s'y prépare concrètement. Aucun navire en dehors des unités de guerre ne serait plus autorisé à quitter les ports. Toutes les batteries encore en service à l'amirauté verraient compléter d'urgence leurs effectifs. Les navires disponibles pour le combat, en tenant compte des renforts, le nombre s'élevait à 4, devaient se tenir prêts à appareiller dans les 2 heures. L'ordonnance qui proclamait l'état de siège, rédigée et scellée, Danielo congédia l'officier et me retint un instant seul. Ainsi donc, Aldo, nous nous quittons. Demain, à la première heure, tu repartiras pour les Syrtes. Dieu sait quand et comment, nous nous reverrons jamais. Dieu le sait, dis-je, en serrant la main sèche. Elle tremblait légèrement. On eût dit que le froid de la nuit tombait tout à coup dans la pièce, par la fenêtre ouverte. Rien n'est dit encore, ajoutai-je d'une voix sans conviction. L'armée n'a pas franchi les frontières, peut-être s'arrêteront-ils. Non, Aldo. Le vieillard secoua la tête d'un geste lourd. Pas davantage maintenant que ne s'arrêteront de rouler ces étoiles. Pas davantage que 2 corps qui commencent à faire les gestes de l'amour. Ni la peur, ni la colère, ni la complaisance, ni la fuite ne sauveraient maintenant Orsena de la chose livrée et promise qu'elle est devenue pour les yeux ouverts qui la regardent. Ni elle ne voudrait s'en sauver. Ma mémoire sera peut-être maudite s'il y a pour moi une mémoire. Danielo haussa durement les épaules. Une barque qui pourrit sur la grève, celui qui la rejette aux vagues, il peut être dit insoucieux de sa perte, mais non pas du moins de sa destination. Ne regrette rien, dit-il en me serrant la main de nouveau, avec une émotion brusque.
Je ne regrette rien moi-même. Il ne s'agit pas d'être jugé. Il ne s'agissait pas de bonne ou de mauvaise politique. Il s'agissait de répondre à une question intimidante, à une question que personne encore au monde n'a pu jamais laisser sans réponse, jusqu'à son dernier souffle. Laquelle ? Qui vive, dit le vieillard en plongeant soudain dans les miens, ses yeux fixes. La nuit était claire et sonore quand je sortis du palais désert. Une lueur froide et minérale décapait les contours des arêtes de pierre dure, projetait sur le sol en treillis d'encre les ferronneries compliquées des vieux puits qui s'ouvrent encore au ras du sol sur les placettes de la ville haute. Dans le silence de la nuit, au-delà des murs nus, des bruits légers montaient par intervalles de la ville basse. Bruit de l'eau qui coule, roulement attardé d'une voiture lointaine, distinct et pourtant intrigant comme les soupirs et les mouvements d'un sommeil agité, ou les craquements inégaux des déserts de rochers que le froid de la nuit contracte. Mais dans ces hauts quartiers nourris d'altitude et de sécheresse, les pans durement coupés de la lumière bleuâtre et laiteuse collaient à la pierre comme une peinture et n'avaient pas un silement. Je marchais le cœur battant, la gorge sèche, et si parfait autour de moi était le silence de pierre, si compact le gel insipide et sonore de cette nuit bleue, si intrigants mes pas qui semblaient posés imperceptiblement au-dessus du sol de la rue. Je croyais marcher au milieu de l'agencement bizarre et des flaques de lumières égarantes d'un théâtre vide, mais un écho dur éclairait longuement mon chemin et rebondissait contre les façades. Un pas à la fin comblait l'attente de cette nuit vide, et je savais pourquoi désormais le décor était planté. Et c'est ainsi que se termine Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Un livre qui n'a fait qu'une chose, mais qui l'a fait avec une force extraordinaire: planter le décor de la guerre qui vient. Sommes-nous aujourd'hui aussi en train de planter ce même décor? Au revoir et à bientôt.